Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. La Banque mondiale reste aux côtés du Mali dans ces moments difficiles. Ces propos sont du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Matar Diop, qui a également rencontré le gouvernement. Son institution mettra bientôt à la disposition du Mali un appui financier additionnel de 10 milliards de francs CFA pour le secteur de l'agriculture. Elle proposera aussi au prochain conseil d'administration de la banque un projet de près de 32 milliards de francs CFA pour les filets sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des programmes de protection sociale. Le reportage de Bourama Traoré. Pas de nuages dans les relations entre la Banque mondiale et le Mali. Cette institution finance dans notre pays une vingtaine de projets dans presque tous les secteurs clés de développement, parmi lesquels l'éducation, la santé et l'agriculture. Et les interventions de la Banque mondiale dans ces domaines semblent porter fruit. L'IDA a à ce jour investi plus de 2,5 milliards de dollars des États-Unis dans l'économie malienne, contribuant ainsi de façon significative à améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, les pertinents appuis du groupe de la Banque ont contribué significativement à améliorer jusqu'en 2011 la situation économique et sociale du Mali et des Maliens. Maliens qui auront un sourire large dans les jours à venir. En effet, la Banque mondiale annonce de nouveaux appuis en faveur du Mali. Un appui additionnel financier de 20 millions de dollars dans le secteur de l'agriculture qui permettra de relancer un peu l'activité de le secteur productif. Nous souhaiterions également présenter au conseil d'administration un projet de 70 millions de dollars pour les filets sociaux qui permettront un peu de faire face à ces chocs que les populations sont en train de subir. C'est dire qu'une bonne coopération se ressent dans les actes et non dans les discours. L'institution financière mondiale est décidée à apporter au Mali le soutien nécessaire pour son développement. La Banque mondiale est là à vos côtés et continuera à être à vos côtés, à vous soutenir dans ces efforts et ces moments difficiles. De quoi rassurer le ministre en charge de l'économie et des finances. Tchenan Koulibaly sollicite surtout de la Banque mondiale un soutien à la relance de l'économie dans les zones précédemment sous occupation, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures de transport et des télécommunications. Le gouvernement sollicite l'expertise de la Banque mondiale pour les différentes évaluations d'impact et le retour progressif à la normalité. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique semble prendre bonne note. Matar Diop a annoncé qu'il participera à la conférence de Bruxelles sur le Mali en mai prochain pour défendre la cause de notre pays. À Koulikoro, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de visiter les installations de l'Institut Polytechnique Rural et de Recherche Appliquée IPR-IFRA. Après avoir sillonné les différents compartiments de l'IPR-IFRA, le ministre Messaoud Ould Mohamed Labib s'est entretenu avec le corps professoral et les étudiants de l'Institut. C'est ce que nous dit un de nos correspondants à Koulikoro, Seydou Traoré. Avec 1109 étudiants encadrés par 152 enseignants pour cette année académique 2012-2013, l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, IPR-IFRA, constitue aujourd'hui un véritable réservoir en matière de formation de cadres chercheurs. En recevant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'administration, le corps enseignant et les étudiants ont montré et expliqué aux visiteurs les acquis et les contraintes de l'Institut. Il s'agit de la visite dans les locaux de la bibliothèque, la salle informatique, les laboratoires biotechnologie, nutrition animale, lutte intégrée et sol. Le ministre et sa suite se sont ensuite rendus au campus et au centre de formation continue. En dernière étape, le ministre Messaoud Ould Mohamed Labib a rencontré le corps enseignant et les étudiants. C'est là après la détermination de l'administration de Katibougou à relever les défis. Le nouveau statut DPST qui vient d'être accordé à notre institut, avec comme toile de fond une plus grande autonomie de gestion administrative, financière et comptable, sera pour nous un puissant levier pour mieux faire face à nos missions de formation, de recherche et d'appui aux communautés rurales. Le syndicat des enseignants et le comité AM de l'IPR-IFRA ont souligné au ministre les différentes préoccupations du moment. Le visiteur et sa délégation ont apporté des éléments de réponse aux différentes sollicitations. J'ai également mesuré les menaces qui pèsent sur la réserve foncière de l'Institut, le niveau de dégradation élevé des infrastructures et des équipements, les difficultés de financement qui réduisent les ambitions légitimes de la structure. Pour tous ces défis, nous avons étudié les conditions dans lesquelles il va falloir les résoudre dans les meilleurs délais.
En quittant Katibougou, le ministre a exhorté l'équipe de l'Hyper-IFRA à mettre un accent particulier sur le partenariat public-privé, notamment dans la valorisation des recherches en cours. Ici à Bamako, le Centre international de conférences de Bamako a abrité le week-end dernier une réunion du projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien. Elle a été initiée par l'Association malienne pour la paix et le salut en collaboration avec l'ambassade du Royaume de Danemark dans notre pays. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, Garibou Pérou, pour le compte rendu. Le Mali est un pays cultiveux et civilisé. Il n'a cependant pas besoin de recevoir des leçons obscurantistes, surtout quand ces leçons viennent d'individus sans culture ni référence islamique, ont rappelé le guide spirituel d'Ansardine, Chérif Ousmane Madani Aïdara, et le ministre des Affaires religieuses et du culte. Nous vous invitons à suivre l'exemple de la ville de Tombouctou au nord du Mali. Une ville hautement musulmane, à l'entrée de laquelle, parmi les tout premiers panneaux publicitaires que nous observons, figure celui de l'église protestante. Et juste en face du centre Ahmed Baba se trouve l'église catholique. Tout ceci indique qu'il y a bien la tolérance religieuse. Au Mali, ici, tous les chrétiens et les musulmans, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas, Inch'Allah, de problème aussi entre nous. Au terme des travaux de 2 jours, musulmans et chrétiens du Mali ont ensemble fait des recommandations. Ces recommandations permettront à l'Association malienne pour la paix et le salut d'étendre son champ d'action pour devenir une référence universelle. La création d'une commission de suivi, la transmission du rapport général aux autorités, aux médias et à toutes les instances des confessions religieuses. Certes, une cohabitation harmonieuse des religions a toujours existé au Mali. À cet égard, la mission de l'Association malienne pour la paix et le salut est une mission noble, surtout quand il s'agit de comprendre l'autre sans porter de jugement négatif. Ceci aussi est une valeur essentielle dans un espace de droit et de démocratie, estiment les organisateurs. Et nous revenons sur les nouvelles des régions du Nord. À Gao, malgré les conséquences néfastes de l'occupation des groupes terroristes, les autorités tentent de remettre sur pied le système éducatif à travers des initiatives. À Gossi, par exemple, dans le cercle de Rarousse, l'initiative s'appelle Comité de crise autour de l'école. Nos envoyés spéciaux, Moussa Harimaïga et Aliou Touré, nous en parlent. L'occupation des régions nord du Mali par les groupes islamistes a durement affecté le système éducatif, compromettant ainsi l'accueil de milliers d'enfants déjà en âge d'être scolarisés ou déjà scolarisés. Ici, nous sommes à l'école Sahara, et effectivement dans la salle de la 2e année qui a été servie par les MNLA comme étant la cuisine. Donc ils se sont servis de ces tables-bancs pour faire du bois pour la cuisine. Sahara compte 520 élèves répartis en garçons et filles. Pour le moment, de 6. Le seul second cycle dans la commune de Gossi. Nous avons un effectif de 309 élèves et cela est dû au départ de beaucoup d'élèves avec leurs parents, question qui est liée à l'insécurité, aux événements passés. 4 maîtres spécialistes pour 309 élèves. Aujourd'hui, le CAP compte 31 681 élèves venus des CAP d'Ansongo, Bourem, Menaka, Kidal, Tessalit et même quelquefois de Tombouctou. Malgré ces actes paralysants, encore la vie de l'école, le besoin continu d'éduquer et d'instruire ces milliers d'enfants s'impose. Dans la commune de Gossi, cercle de Rarousse, région de Tombouctou, une commission de crise a été mise en place à cet effet. En région de Gao, la mise en place de l'éducation par les enseignants restés sur place procède également de ce souci. C'est les enseignants en place qui ont marché vers le comité de crise pour lui demander de les aider de sorte que les écoles vont démarrer, les écoles qui peuvent démarrer avec le peu d'enseignants qui existent sur place vont démarrer. Et ils nous ont facilité effectivement la tâche, ils nous ont même servi en craie, cahier, pour le débit, pour commencer le travail. Je remercie le comité de crise à son temps et l'administration scolaire qu'avec tout ce qui s'est passé à Gossi, ils ont préféré rester avec cette population et avec ces élèves, avec tous les risques. Nous allons œuvrer de tous les moyens nécessaires
pour que l'école continue sa normalité des choses. Et tout ce qui aide notre compétence, nous allons le faire. Nous demandons à l'État malien, bien sûr, de nous aider parce qu'il n'a jamais laissé les problèmes scolaires seulement aux collectivités. Et nous sommes toujours dans le système scolaire, cette fois-ci direction la cité des 333 saints où élèves et enseignants ont repris les chemins de l'école le mois dernier. Les élèves des 25 établissements de la commune urbaine de Tombouctou restés sur place sont déterminés à achever cette année scolaire malgré la destruction de leur bibliothèque et la situation difficile. Un constat de nos envoyés spéciaux à Tombouctou, Chérif Moulay, Adama Djimdi. À la bibliothèque du Cap de Tombouctou, des centaines de livres sont éparpillés à même le sol. Des ouvrages de mathématiques, de français, de chimie, d'autres langues nationales sorailles ont été saccagés par les terroristes. Qu'à cela ne tienne, dans la cité des 333 saints, élèves et enseignants sont déterminés pour les cours. De l'école Bariz au lycée Maman Alassane Aïdara, en passant par Baoudou, premier et second cycle, jusqu'à l'école privée Béry, les écoliers des 25 établissements ont repris le chemin des classes. Ce, malgré les problèmes signalés ça et là. Les problèmes prioritaires aujourd'hui après l'ouverture des classes, c'est le manque d'enseignants. Beaucoup de nos enseignants ont passé par le sud avec les événements. Malheureusement, ils n'ont pas encore rejoint. Donc, on est en train de gérer la situation avec le peu d'effectifs présents ici sur le terrain. Ensuite, le manque de matériel. Les écoles n'ont pas le minimum, la craie, les cahiers, les bics, les livres n'existent plus à l'école. Il n'y a aucun livre de la première à la sixième, et même au second cycle. Donc, c'est des cas d'urgence où il faut trouver des solutions alternatives immédiates pour que justement les cours puissent démarrer effectivement. Par ailleurs, pendant les 10 mois d'occupation, les fonctionnaires de Tombouctou, en particulier les enseignants, ont perçu leur solde grâce à un opérateur économique. Par rapport au salaire, Dieu merci, un commerçant qui est à la place ici, Tamba Doukouri, qui a toujours assuré nos salaires d'avril à nos jours. Donc on lui remettait les chèques. Avec les chèques, il demandait la situation avec les différentes banques. Et après, justement, dans les 72 heures, il arrive quand même à payer les gens. Cette dynamique de reprise des cours doit être élargie à l'intérieur de la région, là où les conditions sécuritaires le permettent. Voyons à présent les conséquences de l'occupation du Nord sur le processus démocratique au Mali. C'est le thème d'une conférence-débat organisée samedi dernier par l'Association des juristes en herbe. Objectif, faire connaître l'impact de la crise sur la population. Et au cours de la rencontre, le nouveau président de l'association a été investi. La conférence s'est déroulée à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Le point, c'est avec Moussa Fane. Cette conférence débat est initiée par l'Association des juristes en herbe. Elle a pour but d'expliquer aux jeunes universitaires les conséquences de la crise au nord sur les populations. Au cours de cette rencontre, le conférencier Moussa Mara a invité les jeunes à plus d'implication dans la construction nationale. La jeunesse qui a la chance de fréquenter l'enseignement supérieur, c'est l'élite de demain. Quand cette élite future prend conscience qu'elle doit se retrouver autour du pays, évoquer ses difficultés, diagnostiquer sa situation pour lancer les perspectives de construction, c'est une bonne chose. Cette rencontre a également été mise à profit pour investir le nouveau président de l'association. Nous sommes investis, n'est-ce pas, en fonction de nos objectifs. C'est pourquoi nous avons décidé d'animer cette conférence de débat sur un thème aussi important pour la nation malienne, c'est-à-dire les conséquences de l'occupation du Nord sur le processus démocratique au Mali. Créée en 2009, l'association des juristes en herbe entend œuvrer à rehausser le niveau des étudiants à travers l'organisation de grandes tribunes d'échange. Brûlure chez les enfants, c'est à cela que s'intéresse notre magazine Santé, des traumatismes qui se multiplient pendant le mois de Ramadan et qui peuvent hypothéquer la vie de l'enfant. Au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, où se fait la prise en charge, 17% des enfants enregistrés aujourd'hui risquent de mourir, un taux très élevé. Attention aux images, elles sont difficiles à regarder. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambeli. Un enfant, en jouant,
c'est renverser le contenu d'une marmite sur le feu, sur lui-même. Les parents surveillent-ils suffisamment leurs enfants au point de leur éviter les accidents domestiques de type brûlure? En tout cas, au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, les médecins attirent l'attention des parents sur les risques que courent les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Ici, chaque année, on enregistre une centaine d'enfants pour raison de brûlure. Les brûlés, on a 15% des cas. Ça, c'est quand l'enfant est accompagné soit de sa maman, soit du frère ou bien de la sœur. Donc, quand l'enfant est sous surveillance, il y a 15% des cas d'accident domestique là, qui est là. Mais la grande fréquence, c'est quand l'enfant est seul. On a plus de 55% de ces accidents arrivent quand l'enfant est seul. Les brûlures posent un problème mondial de santé publique à part. Selon l'OMS, elles sont responsables de 195 000 décès par an dans le monde. La majorité de celles-ci surviennent dans des pays à revenus faibles ou moins, et parmi les victimes se comptent les enfants que même la surveillance parentale ne sauve pas. Au Mali, l'emplacement des cuisines compte tenu du type d'habitat en est pour quelque chose. Le nombre d'accidents augmente pendant le mois de carême, le foie, alors que la prise en charge coûte cher. Le coût est énorme. Des fois, s'il y a nécessité d'une réanimation, parce que ça arrive, le coût, déjà en 3 jours, il faut compter dans les 100 000 francs. Donc il peut arriver même qu'un enfant brûlé soit intubé. La prise en charge des brûlures est multidisciplinaire. Elle implique pédiatres, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs et kinésithérapeutes. Plus de 50% des enfants brûlés enregistrés à l'hôpital Gabriel Touré ont entre 1 et 4 ans. Si aujourd'hui 17% d'entre eux meurent encore, en 2004-2005, 31% d'entre eux mouraient. En cause, la gravité des brûlures et les symptômes qui apparaissent, ce que les médecins appellent la maladie de la brûlure. Il y a une atteinte rénale, une insuffisance rénale qui peut arriver. Des problèmes respiratoires, pneumonie ou de détresse respiratoire qui peut arriver. Pneumonie chez un enfant, c'est grave, surtout que l'enfant est brûlé. Il y a l'infection qui est là. Il y a le débit, il y a l'anémie qui est là, qui est encore très grave aussi. Il y a le débit sanguin qui diminue, le problème cardiaque peut survenir, et même la fonction hépatique est atteinte. C'est la brûlure qui provoque tout ça. Dans la prise en charge d'un cas de brûlure, le délai de la référence et le premier geste semblent déterminants. Une brûlure se produit, tout de suite, il faut enlever les habits, parce que les habits aussi sont chauds, il faut enlever les habits pour diminuer la température. Ensuite, mettre l'eau de robinet. L'eau de robinet, pendant 10 minutes comme ça, refroidir. Ensuite, se rendre chez un médecin. Et le médecin, tout de suite, voit essayer l'état vaccinal de l'enfant, la vaccination est à jour. Et puis surtout, il faut lutter contre la douleur. Dès le début, si on peut, un accident, on a enlevé les habits, on a mis de l'eau, vous avez du paracétamol donné à l'enfant. Dirigez-vous chez un médecin. En attendant la création d'un service des brûlés, l'hôpital Gabriel Touré a aménagé une salle pour les enfants. Il compte sur la vigilance des parents pour réduire considérablement les accidents domestiques et les cas de brûlure. Prêtez attention aux enfants, surtout en cette période de chaleur. Retrouvez Ndeye Sissoko à 18h et 20h pour les éditions du soir. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur le thème. À demain.